Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Francis Valla. Mes amis, well, the first sentence will be in English and then I go ahead in French. Yes, I lean on your understanding, our American friends. I am coming with Jacques from 20,000 kilometers from Paris to meet our Polynesian friends. So you have a translation and I have to pay tribute to this Tahiti, which we love so much. So I will go ahead in French. And commencer par dire que c'est très difficile de succéder à la poésie incarnée, au rêveur pratique, qui est Jacques Rougerie. Je vais essayer de le faire, mais évidemment, je vais être beaucoup moins glamour. Oui, j'ai été armateur pendant 30 ans. Je m'occupe aujourd'hui, j'ai 3 préoccupations. L'une est celle du sauvetage des réfugiés en Méditerranée. J'ai dit que je ne me déplaçais nulle part dans le monde sans en dire un mot, ce drame absolu. La deuxième chose, c'est une organisation qui s'appelle 7e Continent, qui lutte contre le plastique dans les océans. Et la troisième, tout en continuant tous ces liens avec les clusters francophones de la France et de tous les territoires d'outre-mer, je regarde Gérard parce que c'est un grand bonheur de travailler ensemble, c'est effectivement d'animer le réseau des 18 clusters maritimes européens. Et je crois que c'est à ce titre, je ne suis pas très sûr, mais que j'ai été invité au titre de cette expérience en tout cas. Et je voudrais vraiment vous remercier, Seasteading et la Polynésie, de m'avoir invité ici. Comme le disait Jacques, c'est vraiment, c'est pas la première fois que je viens, je suis venu assez souvent. C'est toujours un bonheur extraordinaire de goûter l'hospitalité polynésienne. Donc merci de m'avoir invité ici, à ce mélange de American Show et de chaleur polynésienne. Cette expérience est absolument passionnante, et elle devait être passionnante, car de toute façon, l'association Seasteading Tahiti fait souffler un esprit nouveau, voire révolutionnaire, autour de son projet d'île flottante, avec de vrais atouts. À l'origine du projet, donc l'Institut Seasteading, indépendant politiquement, sauf si je n'ai pas réussi to pierce the veil, mais indépendant politiquement, voulant promouvoir l'humanité sur les océans, celle des mériens. Je comptais saluer, mais je ne vais pas le faire plus que ça, Jacques Rougerie, qui est l'inventeur du concept des mériens, par opposition aux terriens. Et un institut décidé à faire appel à une très grande diversité d'expertise avec un grand esprit d'ouverture. Et cet institut rejoint une ambition aussi grande que légitime, celle que la Polynésie puisse être une référence dans le monde et pour l'avenir, une vitrine du développement durable, ce que Tevaro Fritsch nous a dit en ouverture, un témoignage de l'excellence polynésienne, et j'y reviendrai un petit peu, d'une excellence française. Il y a aussi de très bonnes raisons pour le choix de Tahiti, elles ont été toutes dites plus ou moins. On a parlé, l'état de droit, un état stable, avec, ce qui est assez remarquable ici, un statut souple, qui offrant juridiquement des opportunités particulières et nombreuses pour n'importe quelle organisation, l'existence d'infrastructures, d'une économie déjà diversifiée, d'une grande diversité professionnelle, des liaisons aériennes et maritimes, un haut débit, je pense au projet, il y a d'autres projets en Polynésie, H24, des eaux peu profondes, un climat favorable, pas de cyclone, et puis la possibilité éventuelle de coordonner avec d'autres projets. Je ne savais pas que Olivier passerait cet après-midi juste avant nous, mais j'avais inscrit avant effectivement ce projet de Human Underwater Society, Blue Society, Underwater Society, etc. Résolument tourné vers l'avenir, le projet Seasteading semble donc bien mériter l'attention à la fois exceptionnelle et vigilante, bien sûr, qu'il suscite. Aussi par les questions qu'il pose. Alors ce n'est pas la question des îles flottantes en général. Il y en aura des îles flottantes. C'est sûr, il y en a déjà d'ailleurs, mais il y en aura plus et plus grandes dans l'avenir. Et nous, c'est le cluster maritime Polynésie française, le cluster maritime français,
entre autres, et d'autres clusters d'outre-mer, nous parlons déjà beaucoup à ce sujet, nous échangeons. De même, la question ne se pose pas de la gestion des espaces maritimes. Il faudra que vous y passiez en Polynésie comme ailleurs. Mais il y a d'autres questions. Pourquoi le projet, avec toute sa philosophie de seasteading, sur une île flottante? Et pourquoi cette île flottante, ici, dans le lagon polynésien? Les arguments pour sont indéniables, et l'honnêteté, la simple honnêteté, exige de les reconnaître. L'environnement, le défi de l'environnement, il s'agit de trouver une solution donc, face à cette problématique de montée des eaux. Jacques a rappelé le chiffre trouvé par le CNRS, et cité par Tevaro Fritsch aussi, 30% des îles polynésiennes menacées. C'est l'opportunité, c'est Marc Collins qui nous le disait aussi le premier jour, que la Polynésie soit une sorte de phare du pacte du Polynesians Against Climate Threats. Donc c'est une motivation très importante. Il s'agit aussi de stimuler pratiquement les recherches sur l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Tout ça a été très dit, donc je vais passer très rapidement. À l'évidence de n'avoir aucun, je dis bien aucun impact sur l'environnement lagonaire, en espérant que Tevaro Fritsch a raison lorsqu'il nous a parlé même d'améliorer certains écosystèmes endommagés. Il s'agit aussi de se reposer sur la recherche architecturale, comme on vient de le voir, avec hopefully le souci majeur de se fondre dans le paysage polynésien, en tout cas de lui correspondre, et donc de le respecter totalement. C'est ce que j'appellerais l'écologie à la fois esthétique et historique, de respecter les traditions et le passé des Polynésiens. J'ai bien aimé l'autre jour quand le représentant Hawaï, ça m'a été rapporté, j'étais pas là juste à ce moment-là, a dit que le passé, pour les Polynésiens, le passé est devant nous. J'ai bien aimé cette phrase. D'où, inutile de vous le dire maintenant, d'illustrer pourquoi les organisateurs ont bien eu raison de faire l'expertise de Jacques Rougy, qui est à la fois un homme de vision et un passionné, un connaisseur des cultures, en particulier lorsqu'elles sont mériennes. Les autres atouts, on en a parlé autour de ces 2 jours, l'innovation, bien sûr, les innovations technologiques, les énergies, les rejets, les objets flottants, la fixation des plateformes, la validation et le déploiement de technologies existantes, par exemple les constructions modulaires. J'avais prévu un petit couplet, mais ça n'est plus la peine. Et bien entendu, tout ça avec les transferts de technologies correspondant sur le territoire. Et si ça marche, si la Polynésie devient ce phare, la promotion de la destination, et pas simplement pour Tahiti d'ailleurs, aussi pour le reste de la Polynésie. L'autre atout, c'est la stimulation de l'économie locale, la valeur ajoutée pour Tahiti, le tourisme, mais aussi les brevets, le potentiel d'activité pour les entreprises locales, ce qui est une condition évidente et qui est d'ailleurs souligné dans l'accord qui a été souligné entre le gouvernement et seasteading, devra avoir un impact significatif sur l'économie locale. La stimulation des réseaux entrepreneuriaux, des échanges internationaux, investisseurs, entrepreneurs, sommités diverses. Je cite toujours l'accord, accueillir de nombreux projets d'entreprise et de recherche, peut-être même arriver à une pépinière d'entreprise avec toutes ses conséquences positives, dont l'emploi, le maintien, voire l'arrivée des diplômés sur le territoire, l'aspect pédagogique, éducation, toutes les formations nécessaires pour le projet lui-même, sensibilisation aux problématiques induites. Je dois dire que sur ce plan, j'ai été un peu rassuré, si on pouvait avoir de l'inquiétude, par ce que nous ont dit cet après-midi John Hawkins et Robert Viglione, si j'ai bien noté le nom. Tout ceci à la condition, naturellement, que le projet ne nuise pas aux autres priorités polynésiennes, aux autres priorités ici, que je ne connais pas, ça serait bien immodeste de ma part, mais qui existent forcément. Cela dit, ce serait tout aussi malhonnête, une grave erreur de sous-estimer les objections. C'est ce que Tevaro Fritsch a appelé l'autre jour la montée des interrogations. C'était son expression, je crois. La première, on le sait tous, c'est l'acceptabilité sociale. Alors il y a non seulement la possible, ou en tout cas compréhensible, opposition des riverains et des résidents, mais aussi celle des amoureux de la Polynésie éternelle. Tevaro Fritsch disait, c'est la plus sensible et la plus importante interrogation, c'est bien cette adhésion de la population polynésienne par une action adaptée et continue.
J'ai bien aimé l'image de Tua ce matin. La population polynésienne, c'est l'équipage de Tahiti, pardon, de la population de Tahiti. Il y en a qui le sait mieux, personne ici, au premier rang, ce défi. Puis il y a les questions politiques, éthiques, idéologiques. Que serait vraiment une zone économique et politique autonome? Une question qui se combine avec celle de la philosophie, qui serait celle sous-tendant le concept. Pour moi, je vous l'avoue, mais je crois que ce n'est pas très grave, parce que ce qui se passe à bord de la plateforme flottante regarde ceux qui y habiteront, à partir du moment où elle n'est pas totalement fermée vis-à-vis de l'extérieur, où elle accepte de faire partie d'un environnement. Je n'ai pas très bien compris le concept. Selon les informations qu'on peut trouver, qui nous ont été données depuis 2 jours, soit une pépinière de geeks tournée vers la mer, soit une ville nouvelle utopique, façon phalanstère du XIXe siècle, de Victor Considérant ou de Charles Fourier. On verra bien. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est qu'un fort degré d'autonomie, pour ne pas dire d'indépendance ou de souveraineté, tel qu'il a pu transparaître, pose évidemment la question des pouvoirs régaliens et de gestion de la cité à tout point de vue, y compris pénal. Quel rapport et lien avec le gouvernement local? Manifestement, l'esprit libérien, dont est porteur d'ailleurs, qui est le souffle de la Fondation Sistidi, est présent. Alors la question, c'est de savoir comment il s'appliquera, où sera le curseur. Et puis toujours cette question, pourquoi une île flottante pour ça? Est-ce que ça ne pouvait pas être aussi bien sur une île pas flottante, ou même à terre? Et d'ailleurs, j'ai parcouru un peu le livre de Joe, qui doit parler avec moi. Je pense que l'idéal pour lui, la cohérence absolue, c'est effectivement ce à quoi Sistidi avait pensé au départ, c'est-à-dire une île en haute mer. Mais évidemment, ça pose un tas de problèmes. Autre exigence, au niveau du montage économique, il faudra évidemment éclaircir l'identité, la motivation des acteurs. Par exemple, Sistidi est évidemment libre de faire ce qu'il veut à l'international pour amener les nouvelles compétences, même si, à mon avis, mais il en est déjà d'accord, ils en ont témoigné à plusieurs reprises, il doit respecter certains devoirs vis-à-vis de la communauté polynésienne, s'appuyer sur le savoir-faire d'abord et le potentiel des acteurs locaux. Mais à mon avis, je ne peux pas ne pas le dire, sinon il ne fallait pas m'inviter, il doit aussi tenir compte, avec la Polynésie elle-même et l'aide du gouvernement local, du fait que la Polynésie fait partie d'une communauté qui est une communauté française. Et il faudra donc, à mon sens, que le gouvernement de la Polynésie veille aussi à l'implication d'entreprises françaises, de métropoles ou des autres outre-mer, lorsqu'elles auront la capacité à répondre à des problématiques posées ici, sans naturellement, chers amis américains, qu'il s'agisse du moindre privilège. On n'est pas dans le protectionnisme. Je dis à condition égale. Alors, il n'y a pas d'obligation légale à ce sujet. Mais l'évidence, à mon sens, est celle d'un esprit à faire respecter, en plus des avantages à retirer, en tenant compte aussi bien des atouts existants dans notre économie nationale globale. Bouygues, en ce moment, est à Monaco sur un projet d'1 milliard d'euros. Le groupe Faya, Vinci, qui est présent et très actif ici. Et puis l'atout que représentent aussi les travaux du cluster maritime français, éventuellement en lien avec ton cluster, on en a parlé hier, sur, par exemple, nous avons un groupe de travail qui réfléchit depuis 5 ans, environ un mois par an, depuis 5 ans, avec une trentaine d'entreprises, au concept de plateforme, enfin c'est plus qu'au concept, hein, maintenant on a bien avancé, de plateforme flottante à multi-usage. Et puis il y a toute cette expérience, toute cette histoire entre nous, les actions menées en commun depuis très longtemps, entre francophones, disons, entre Français et cette communauté culturelle et de la langue qui peut être un avantage pour toutes les parties, y compris Sistidi d'ailleurs, au niveau de l'efficacité, dans la construction du projet, mais aussi dans sa conception. J'ai hésité à vous dire ce qui va suivre au niveau de la conception, mais je crois que finalement c'est mieux de le dire. Si je pouvais me permettre un conseil à nos amis américains dans leur approche, je dis bien dans l'approche de la population polynésienne, je ne parle pas du projet lui-même technique, je lui dirais de ne pas oublier que Papeete est loin de Las Vegas, que la notion de happiness n'est pas la même. Et je ne suis pas sûr que la nouvelle American Way of Life, très bien présentée, bien que je suis sûr qu'il refuserait ce titre par Randy, soit un élément motivant ici, où un ukulélé peut faire des miracles, où être isolé n'a pas le même sens qu'en Occident ou en Californie. Donc, à mon sens, mettre trop en avant le nouveau type de société utopique recherché ne me paraît pas être le plus approprié, même si, pourquoi pas,
c'est ce qu'elle sera, puisqu'il y aura la liberté à l'intérieur. Le return on community, qui est une notion que vous avez brillamment exposée, que j'ai entendue le premier jour, est plus important effectivement que le return on investment. Ça, je le comprends. Et ça a été brillamment démontré. Mais ça ne peut pas être le même pour les Mériens d'ici que celui désiré par les Terriens de Californie. Donc je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Parce que je crains qu'à trop avancer ce rêve, il soit perçu surtout comme la facilitation d'installation de colonies occidentales utilisant le site merveilleux qui leur est offert, mais au fond fermé sur l'extérieur. Je crains que cela ne serve pas le projet, mais j'ajoute tout de suite que vous avez fait le bon choix, je vois qu'il est très inquiet, avec Mark Collins, et je suis sûr qu'il prend ou prendra cela en compte dans son dialogue avec les populations polynésiennes, puisque c'est sur ses épaules beaucoup que repose cet aspect des choses. Venons-en aux recommandations, il me reste 2 pages. La première, évidemment, c'est de tenir un langage de vérité. Et là-dessus, j'ai été très rassuré par le discours introductif de Tevaro Fritsch. Je ne pensais pas, par exemple, je ne pense pas qu'il soit possible, réaliste, d'espérer une installation avec 300 résidents en 2020, comme c'est écrit ici ou là. Je pense que ce n'est pas possible d'avoir tous les éléments d'analyse de faisabilité d'ici 2017, comme c'était espéré ou annoncé, et comme c'est apparemment l'esprit de l'accord. Mais l'autre jour, Tevaro Fritsch nous a bien dit qu'il y aurait un paquet légal, si j'ai bien compris, à fin 2007, mais qu'il voyait l'éventuel projet et prototype dans les 5 années. Et je pense que c'est clair, c'est bien. Car les délais seront très longs pour définir tous les aspects du projet, le concept, l'objectif, puis finaliser le cadre réglementaire sur les plans fiscal, social, pénal, tout ce qui relève du droit public comme du droit privé, bien sûr le statut juridique de la plateforme, sa viabilité économique, pavillon ou pas pavillon, elle sera dans les eaux territoriales polynésienne au début, en tout cas pour le prototype, donc ça ne pose pas la question du pavillon, ça peut poser celle de la question d'une zone franche, mais pas la question du pavillon, et je m'en réjouis d'ailleurs parce que même si l'esprit de l'exposé était juste, je suis un spécialiste des questions de pavillon, je peux vous assurer que c'est un sacré dilemme. En tout cas ici, il faut qu'il soit clair à mes yeux que les 6 zones, enfin la 6 zones dites autonomes dans l'esprit Sistidi, soient soumises aux règles de la Polynésie, du pays et ou de l'État selon les prérogatives de chacun. La deuxième recommandation, c'est un travail qui a été mené en commun entre clusters et par le cluster maritime de Polynésie, qui a un esprit très constructif, j'en témoigne, mais c'est évidemment, je pense que vous y avez pensé, mais il faut le dire, établir un point zéro environnemental de la zone directement impactée, évidemment. Et beaucoup d'autres aspects ne doivent pas être oubliés, tels que prévoir le démantèlement, je dois donner du travail au traducteur, le démantèlement et la déconstruction de la structure dès son élaboration répond aux interrogations sur le carénage, l'entretien de ces infrastructures, un piège auquel on ne pense souvent pas assez. Tout ceci, en fait, c'est là que je veux en venir, supposant une coopération avec les scientifiques et les industriels qui soit sans faille, ça veut dire permanente, approfondie et bien en amont. Bien sûr, on a parlé à cet égard du consortium FIRST, et je m'en réjouis, hein, Floating Infrastructure Research Science and Technology, avec l'Université de Polynésie française. Moi, c'est ce qui m'avait été indiqué par Pascal quand je l'avais vu à Paris, avec Jacques d'ailleurs, l'IRD, l'IFREMER, l'Institut Louis Malardé, le CRIOB, l'Université de Berkeley. Alors, je vais vous dire, moi je pense, à mon point de vue, ceci, ce sera un marqueur. Et j'insiste parce qu'il se trouve que la semaine dernière, j'étais déjà avec le président de l'IFREMER, j'en ai parlé, il n'en a pas encore entendu parler. Donc il faudra bien veiller à ce que ce point, à mon avis, soit clarifié, qu'il s'agisse, que ça soit autre chose qu'une intention. Une des recommandations, c'est aussi, mais là, ça sera vous qui en déciderez, tous ensemble, la création d'un comité de suivi double, société civile et scientifique, naturellement coordonné par le pays, mais libre de donner ses avis. L'implication du cluster maritime de Polynésie française me paraît extrêmement utile à tous les stades, afin de pouvoir jauger à chaque étape de la pertinence des choix et des différents intervenants. Le CMPF, à ce moment-là, intervenant comme sorte de caution, et agissant dans un esprit de neutralité bienveillante, en même temps que de veille, bien sûr, exigeante, et pouvant en outre, compte tenu de sa nature très particulière, Gérard, exercer un rôle utile de conseil, de mise en relation, important. Et quand utile, et si souhaité, je le répète, tu y as insisté, en pouvant compter sur un dialogue permanent
avec le cluster maritime français. Et si un jour ça sert le projet, avec, pourquoi pas, les clusters européens. Évidemment, les Hollandais étaient là et c'est bien légitime. Voilà. Et puis, probablement, dernière recommandation, issue du cluster maritime, de prévoir une zone de découverte et d'échange avec la population. Mais avant tout, et je terminerai par ça, la recommandation majeure nous paraît être de ne rien démarrer. Vous savez, je ne prétends pas du tout être un professeur, hein, c'est une réflexion et le résultat d'une expérience. Et comme ici, même si je suis venu souvent, je connais et je dis peut-être des choses qu'il faudra que vous ajustiez, mais ne rien démarrer, évidemment, tant que le concept final n'est pas clair à tout point de vue et que tous les objectifs n'ont pas été définis aspect par aspect, citoyen, politique, environnemental, juridique, public et privé, etc. Ce qui suppose naturellement que soit élaboré, mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, en fait, dans le dialogue qui existe, une roadmap indicative, initiale, transparente, et qui doit donc être approuvée avec les étapes à franchir les unes après les autres, chacune avec ses objectifs et si possible sa méthode. Et puis, tant que n'auront pas été clarifiés, je sais que c'est un terrain sensible, mais les responsabilités entre le pays et l'État sur un tel type de projet. Il ne faudrait pas, en effet, que ne pas avoir mis tout de son côté pour qu'entre enthousiasme et crainte, on le sait bien, le rêve ne tourne pas au cauchemar. Ce qui d'ailleurs conforte l'esprit de l'accord signé entre le gouvernement de Polynésie, le DG du Seasteading Institute, les interlocuteurs qu'a choisi le Seasteading Institute ici, de cet accord qualifié sagement à ce stade de mémorandum d'intention et que le gouvernement de Polynésie a voulu équilibrer, ce que chacune des parties reconnaît. En conclusion, je dirais que la dynamique d'un tel projet, qu'il se réalise ou non, peut avoir un très grand intérêt pour le pays et les filières maritimes, en plus de Seasteading lui-même. Il faut donc contribuer aux efforts et analyses, y compris critiques, de faisabilité d'un tel projet, sous réserve de s'assurer ensuite, à chaque étape de son orientation et évolution, je résume, et des meilleures retombées possibles pour le pays, la population, les acteurs locaux, voire français, je vous l'ai dit. Il s'agit enfin, et c'est probablement le plus important, mais je sais que j'enfonce une porte ouverte, je sais que vous en êtes conscient, qu'il s'agit bien d'une rupture. Quelqu'un disait l'autre jour, c'est pas une rupture, c'est pas vrai. Il faut dire les choses en face, c'est une rupture. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais il faut qu'une telle rupture pour les territoires, au-delà des contraintes légales, le soutien populaire et de la société civile sera primordial et une nécessité. Ne serait-ce parce qu'on ne peut rien balayer, pas même les oppositions de principe du type « je ne veux rien, je ne veux que rien risque de dénaturer dans mon lagon. Je ne veux rien dans mon lagon. » Et ces positions qui n'ont rien d'illégitime et auxquelles il faudra opposer une vraie conviction et des arguments très forts. Tout cela parce que je pense qu'il faudra une acceptation majoritaire de la population, c'est notre époque qui veut ça, et c'est pas plus mal, et quelques consultations pour éviter ce que j'appellerais le syndrome que nous avons du mal à vivre en métropole, le syndrome de Notre-Dame-des-Landes, pour ceux à qui ça peut dire quelque chose. Et donc, ce qui veut dire éviter l'enlisement de la dynamique dont ce projet, quel que soit son futur, peut être porteur, ça c'est sûr, pour libérer la capacité d'innovation du pays dans tous les domaines touchant à la mer, pour un avenir conciliant l'identité polynésienne et le développement polynésien. Je vous remercie. Francis, merci beaucoup Francis.